Nous sommes mercredi soir, heureux de vous retrouver avec nos grandes gueules à Tel Aviv, Paris, Jérusalem et même jusqu'à New York ce soir. Voici nos débats du jour. La voie de la diplomatie est ouverte avec l'Iran. Les États-Unis jouent la carte de la conciliation, mais Israël s'inquiète. Netanyahou pense que Washington ne laissera pas Téhéran se doter de l'arme nucléaire. Alors peut-on négocier avec l'Iran? Ce sera notre premier débat diplomatiquement incorrect. En France, le gouvernement lance une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Objectif, définir ce qui relève de la recherche et du militantisme. Alors l'islamo-gauchisme gangrène-t-il les facs? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous la poserons également à un représentant du syndicat UNEF qui sera en direct avec nous dans les GGNO. Et puis Richard Berry, privé de télé. Vendredi dernier, France 3 a supprimé la diffusion d'une fiction où l'acteur apparaissait. Officiellement, la chaîne explique que c'était pour le protéger de réactions trop vives. L'acteur, je vous le rappelle, étant accusé d'inceste par sa fille. Mais doit-on vraiment faire taire un comédien alors qu'il n'est même pas jugé? Le tribunal médiatique a-t-il remplacé l'Inquisition? Débat en fin de GGMO avec nos invités. Et bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir à notre grande gueule ce soir à Tel Aviv. Bonsoir Denis Charbit. Bonsoir. Professeur des sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Notre autre grande gueule qui devait être avec nous en plateau, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous savez qu'il neige à Jérusalem. Aussi, il est avec nous en ligne depuis Jérusalem. Bonsoir Chaim Berkovitz. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Écrivain, historien, soyez le bienvenu dans ces grandes gueules Moyen-Orient, de l'autre côté de ces montagnes enneigées de Jérusalem. Je salue également nos grandes gueules ce soir en direct à Paris. Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir mon cher Franck. Bonsoir également Amin El Khatmi, président du Printemps républicain. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tout le monde. Et si vous voulez bien, place maintenant à notre premier débat diplomatiquement incorrect. Le dialogue ou le clash? Washington, Téhéran, Jérusalem, tous se regardent en chien de faïence. En cette période de changement d'administration américaine, chaque mot compte. Aussi, nous allons tenter de les décrypter ensemble ce soir, car aujourd'hui même, Iran, Américains et Israéliens s'envoient des messages. Où souffle le chaud et le froid, Noémie? Le chaud et le froid, exactement. Rappelons ces paroles fortes que vous avez annoncées d'ailleurs, qui ont été prononcées par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui dit, je cite, « La voie de la diplomatie est ouverte avec l'Iran ». Alors on est loin de la stratégie de pression maximale qui avait été mise en place et défendue par l'administration Trump. Blinken, lui, continue de défendre l'accord sur le nucléaire qui a été signé en 2015, mais il continue aussi d'essayer de poser des limites à Téhéran en affirmant que le régime des Mollahs ne peut pas être autorisé à obtenir l'arme nucléaire comme cela semble se profiler. De son côté, le guide suprême Ali Khamenei ne baisse pas encore les armes. Il a déclaré encore aujourd'hui lors d'un discours télévisé que son pays souhaitait voir des actions et non des mots de la part des parties prenantes toujours à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Alors on est un petit peu dans l'impasse puisque l'administration Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'elle reviendrait à l'accord si l'Iran respectait ses conditions, mais pour l'Iran, eh bien, les États-Unis doivent d'abord lever les sanctions pour pouvoir engager une reprise des pourparlers. Denis Charbit, je vais rappeler cette phrase de l'ayatollah Ali Khamenei. Si Biden n'annule pas d'ici la semaine prochaine les sanctions, l'Iran fera son plus grand pas à ce jour pour violer l'accord sur le nucléaire. On peut vraiment négocier avec des gens comme ça? Je dirais que tout dépend du paradigme dans lequel on se situe. Si on considère que l'Iran, c'est l'Allemagne nazie et que Khamenei, c'est Hitler, alors bien entendu que la question ne se pose pas. On ne peut pas négocier avec Hitler. Si on sort du paradigme de Munich, puisqu'à ce moment-là, toute négociation, c'est Munich. Toute négociation, c'est de la compromission. Si on sort de ce paradigme-là qui consiste à penser que l'Iran, Khamenei, c'est Hitler, à ce moment-là, oui, il y a voie pour une négociation. Alors maintenant, il faut rester très clair. Mais c'est quoi les deux voies? Négociation ou alors guerre? Mais bien sûr, vous avez dit classe, c'est pas classe, c'est ou la guerre. Si on n'est pas pour la négociation, il faut se préparer à la guerre. Je ne suis pas sûr que Biden s'y range sans avoir examiné les moyens de ne pas y arriver.
je crois qu'il y a un consensus qu'il ne faut surtout pas oublier partout, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, c'est qu'on ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Or, il faut bien comprendre le geste de Donald Trump. Donald Trump... L'armée israélienne dit quand même, d'ici 2 ou 3 ans, c'est fait de toute façon. Ah, alors, c'est pour ça qu'on peut... Le problème de l'accord Obama, c'est quoi? C'est que c'est pas un accord pour démanteler l'Iran de son programme nucléaire, mais c'est pour le repousser à plus tard, en espérant qu'à chaque étape où il faille le renégocier, eh bien, on puisse, par des moyens divers, par des carottes et des bâtons en quelque sorte, eh bien, faire en sorte que l'Iran se range à repousser encore à plus tard. Je reconnais objectivement que c'est une limite, une liberté de manœuvre qui reste relativement limitée, mais il faut bien comprendre, encore une fois, Trump n'a pas abrogé pour abroger. Il n'a pas abrogé pour faire la guerre. Il a dit, en abrogeant et en faisant des sanctions, je vais pousser les Iraniens à revenir. Voilà. Ça n'a pas fonctionné, c'est ça que vous voulez dire. Chaim Berkovitch, est-ce que vous partagez cette analyse? Je vais quand même préciser la phrase de Netanyahou, puisque pour le Premier ministre israélien, Joe Biden ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais on se demande jusqu'à quand? Alors, je ne partage pas cet avis parce qu'il faut comprendre. Vous avez exprimé que l'Iran c'est Munich d'il y a quelques années. Eh bien, tout à fait. Aujourd'hui, en Israël, nous avons très très peur de ce qu'il risque d'arriver avec l'Iran, et le gouvernement de Biden, avec sa volonté de vouloir reprendre les négociations par rapport à cela, eh bien, il nous le tire dans le dos tout simplement. On est tout à fait contre. D'ailleurs, si on entend un petit peu Kochavi, notre chef d'état-major, il nous a déclaré directement que les ambitions nucléaires de l'Iran, eh bien, ce sont des ambitions nucléaires à des fins militaires. On ne peut pas laisser cela. Il faut absolument empêcher le fait de renégocier avec les Iraniens. Empêcher de négocier? Mais alors c'est quoi? Denis Charbit dit, c'est où la négociation ou la guerre? Alors, obtenir cela sans guerre ou sans négociation, c'est par quoi? Non, Denis Charbit dit que c'est ou la négociation ou la guerre, mais Denis Charbit, c'est pas lui qui décide s'il va y avoir la guerre ou il ne va pas y avoir la guerre, tout simplement. Bon, il n'a jamais dit ça non plus. On ne peut pas se permettre d'enlever les sanctions on ne peut pas se permettre d'enlever les sanctions contre l'Iran, tout simplement. C'est quelque chose qui est... Non, mais ça, je pense... Et ça pousserait l'Iran... Non, mais excusez-moi, mais Biden n'a pas dit qu'il retirait les sanctions. Biden entend bien maintenir les sanctions jusqu'au moment où la négociation reprendra. Il ne le fera pas avant. À Paris, Franck Tapiro. Moi, j'ai une phrase tout simple et qui a pourtant très bien fonctionné. On ne négocie jamais avec des terroristes. L'Iran est un État qui finance le terrorisme dans le monde entier. Personne ne pourra me dire le contraire. L'Iran fait des déclarations depuis des années et des années de destruction d'un État. Sur Israël ou un autre État, ce serait la même chose. Donc comment peut-on se dire une seule seconde qu'un État veut en détruire un autre, qu'un État ment complètement sur son programme soi-disant civil nucléaire? Ça fait tellement rire que j'ai l'élève GRC, je peux pas sourire à l'antenne, désolé. Troisièmement, elle finance le terrorisme dans le monde entier, notamment le Hezbollah. Enfin, arrêtons. On peut vouloir négocier, mais on peut pas être débile non plus. C'est à un moment, on peut pas être dans le déni absolu. On a un État avec lequel on peut pas négocier, puisque d'abord, c'est lui qui fixe en plus, quatrièmement, des conditions. Il faudrait d'abord lever les sanctions. Vous avez vu cette menace pour la semaine prochaine, quand même. Non, un État avec Mais voilà, donc, un État avec lequel on peut négocier, c'est un État, on va dire, serein, un État qui peut être déterminé pour une cause qui peut être juste, imaginons. Alors, allez, on va faire, admettons, vous savez, comme dans le sketch de Bigard, admettons que l'Iran a un programme nucléaire civil. J'y admettons, parce que c'est une vraie blague. Mais d'abord, on se comporte bien, on accueille les experts du monde entier, on ne les bloque pas, on ne bloque pas les commissions d'enquête, on ne déclare pas qu'on veut détruire un pays autour de soi, etc., etc. Donc on va dire, il y a, avant d'aller dans la démocratie, dans la diplomatie, il y a des attendus auxquels ne correspond pas du tout l'Iran. Donc on ne peut pas négocier avec un pays avec lequel on ne peut même pas discuter. On ne peut même pas discuter. Peut pas échanger. Je vais rappeler la déclaration. Je vais rappeler la déclaration d'Anthony Blinken. Avec eux et pas avec eux. Je vais rappeler la déclaration d'Anthony Blinken. Les États-Unis assurent que la voie de la diplomatie est ouverte, mais que Téhéran n'est pas autorisé à obtenir l'arme nucléaire. Amin El-Khatmi, est-ce qu'il n'y a pas une grande naïveté finalement à penser que la voie du dialogue peut se poursuivre ou être engagée?
Peut-être, et peut-être que dans la diplomatie, il y a toujours une part, elle est infime, je vous rassure, de naïveté, mais le point sur lequel je suis d'accord, c'est que le préalable à toute discussion, si discussion il doit y avoir, ne peut pas être la levée des restrictions. C'est pas possible. Le préalable, si préalable il y a à une discussion, si discussion il y a, vous voyez, je mets beaucoup de conditionnels, c'est d'abord que l'Iran renoue avec les restrictions sur son programme nucléaire, parce que ce sera là peut-être le signe d'une bonne foi de sa part, qui ensuite peut permettre des discussions. Moi, par principe et par philosophie personnelle, je suis toujours pour le dialogue. Simplement, sur cette affaire, et Franck également, et c'est normal. Simplement, il est peut-être Franck dit, on parle avec qui ? de douter, sans être définitive. Mais on parle avec... Non mais d'accord, mais on a un dialogue et en même temps on peut dialoguer sans être ni naïf ni sans être au clair sur les intentions de son interlocuteur. Mais je le redis, pour moi c'est une position qui n'est pas négociable et je vois que Jean-Yves Le Drian est en train de discuter avec ses homologues allemands, anglais et avec le nouveau secrétaire d'État américain. Le préalable, et je pense que l'Union européenne s'honorerait à tenir cette position, c'est que l'Iran renoue avec les restrictions liées à son programme nucléaire et pas d'abord que les États-Unis lèvent les restrictions qui avaient été décidées sous l'administration Trump. Chaim Berkovitch, qu'est-ce qu'on peut espérer côté israélien finalement ? L'Iran... Chaim, est-ce que vous m'entendez ? On va retrouver Denis Charbit, le temps de retrouver Chaim. Qu'est-ce qu'on peut espérer côté israélien ? Parce que Netanyahou va être jusqu'au boutiste. Pour les Israéliens, le choix est très simple. C'est soit ils maintiennent une position d'hostilité déclarée, ce qui est tout à fait possible et je dirais même concevable et même logique même dans la perspective d'un retour à la négociation, tout en essayant, je dirais, d'alimenter le dialogue stratégique entre les deux pour dire voilà quelles sont pour nous nos lignes rouges et informer les Américains de ce à quoi ils pourraient accepter et ce sur lequel Israël resterait intransigeant. Je pense que voilà, Israël est tout à fait capable de mener cette politique à deux voies. Une voie officiellement contre le retour de la négociation, mais en coulisses, avec l'administration Biden, étant capable de dire voilà ce que l'on attend, voilà ce qu'on espère. Il a peur de Biden, Netanyahou ? Oui, je pense que... je veux dire, sur ce dossier-là, en tout cas. Oui, sur ce dossier-là, bien entendu. Quand on voit que les déclarations se suivent côté américain, qui font part d'une appétence pour un retour vers le dialogue. Je veux dire, on ne peut pas, comment dirais-je, espérer brider la volonté nucléaire de l'Iran sans négociation. S'il n'y a pas d'accord, c'est ce qu'a fait l'Iran. On continue, on redéveloppe notre programme, on n'a plus aucune limite. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'une négociation va forcément permettre d'aboutir à un accord. Il y a des négociations qui ont échoué, on est quand même familier, on est coutumier du fait ici, mais c'est une tentative d'essayer de ramener un tant soit peu à la raison les Iraniens. Ça veut dire de nouveau accepter des contrôles, de nouveau des visites surprises, tout ce qu'aujourd'hui les Iraniens rejettent. Bien. Je vous propose maintenant de remonter au temps de nos années fac. Un mot, Franck Tapiro, et on va avancer. Oui, juste un mot. La seule phrase en fait qui pourrait tout faire basculer, il y en a une, même si c'est des intentions, mais ce serait tellement l'inverse de ce qu'ils disent depuis toujours, c'est de dire que plus jamais l'Iran n'aura à dessein de détruire l'État d'Israël. Ça, c'est la première des choses, parce que quoi qu'il arrive, comme c'est leur litanie, c'est une litanie qu'ils répètent, en plus c'est politique, etc. Et pour, en mais plus, c'est un préalable qui est demandé par personne, ce que vous dites là, malheureusement. Pour bien montrer quel est leur objectif. Mais est-ce que vous connaissez, est-ce que même la Corée du Nord ne menace plus la Corée du Sud ? Enfin écoutez, c'est quand même dingue. Tout le monde regarde Kim Jong-un comme un débile. Voilà, heureusement que Trump a été le voir un peu pour le calmer, mais même lui ne les menace plus. Donc on a un pays qui menace un autre d'une destruction massive depuis des années, et on ose encore leur adresser la parole. Mais enfin, c'est quand même dingue. Si l'Iran disait je vais détruire la Turquie. Non, le problème, c'est que l'indignation... Le problème n'aurait pas été le même. Monsieur Tapiro, parce que voilà, quand on veut détruire Israël, évidemment, oui, mais c'est normal, tout le monde veut le détruire. Oui. Je veux dire, j'entends très bien votre indignation. Que ça choque personne à ce point. Denis Charbit. J'entends parfaitement votre indignation. Simplement, il faut bien... Non, j'entends bien votre indignation. Simplement, une indignation ne tient pas lieu de politique, c'est tout. Je crois qu'on a rétabli la connexion avec Chaim Berkovitch. Mais c'est pas une indignation, c'est un axiome. C'est un axiome. Chaim Berkovitch, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Désolé, Bon. peut-être que la connexion s'arrête avec, à cause des problèmes météorologiques. C'est à cause de la neige. Voilà, la neige a coupé la connexion avec vous. C'est à vous que je laisse le mot de la fin alors sur ce chapitre-là. Denis Charbit disait tout à l'heure, au fond, voilà, ou alors on a le dialogue, ou alors c'est la guerre et la confrontation. Je voulais vous demander, côté israélien, justement, on pense à quoi va-t-on se diriger précisément quand on sait que les Américains, eux, prônent plutôt aujourd'hui la voie du dialogue? Eh bien, écoutez, du côté israélien, on n'acceptera pas du tout le dialogue. On est tout à fait contre ce dialogue et on fera tout pour empêcher la possibilité que soient enlevées toutes les restrictions contre l'Iran. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce chapitre, mais je sais que Denis Charbit ne le partage pas. Mais on se retrouvera les prochains jours pour en parler. Non, mais de toute façon, c'est deux façons de faire les choses. Allez, si vous voulez bien, on va maintenant replonger au temps de nos années fac, sauf que l'université, vous allez le voir, a bien changé avec les années. Et le sujet est hautement sensible. L'université est-elle gangrénée par l'islamo-gauchisme? C'est la question soulevée par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Elle réclame même du CNRS une enquête, Noémie. Exactement, et c'est aussi une enquête qui est parue dans le Figaro intitulée « Comment l'islamo-gauchisme gangrène les universités ». C'était une enquête sur la façon dont les discours extrémistes prospèrent sur les bancs de la fac, notamment dans la recherche en sciences humaines. Cela fait beaucoup polémique et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a également partagé ce constat. Elle a réaffirmé ce mardi à l'Assemblée nationale qu'elle allait demander au CNRS un état des lieux de ce qui se déroule en France afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme. De l'autre côté de la Méditerranée, en Israël aussi, les discours extrémistes prospèrent à l'université. Souvenez-vous, il y a quelques années, la faculté des sciences humaines de l'université hébraïque de Jérusalem avait annulé le chant de la Tikva, donc l'hymne national israélien, lors de sa cérémonie de remise de diplôme pour, je cite, ne pas heurter la sensibilité des étudiants arabes. Alors, on va vous poser la question ce soir aux uns et aux autres, tant en France qu'en Israël. Je précise que le CNRS a répondu à la ministre, assez froidement d'ailleurs. L'islamo-gauchisme ne répond à aucune réalité scientifique. C'est ce que dit le CNRS, même s'il pondra bel et bien ce rapport. Franck Tapiro, ce virage à gauche toute de l'université, on s'en doute depuis longtemps. On ne va pas remonter à mai 68 ensemble sur ce plateau. Mais est-ce que le gouvernement français a raison de vouloir s'y pencher maintenant avec ce qualificatif, c'est vrai, un petit peu flou d'islamo-gauchisme? Je dirais enfin, comme vous l'avez dit, le virage à gauche de l'université, c'est même un pléonasme quand on dit virage à gauche de l'université, c'est depuis des années. Maintenant là, quand on pointe l'islamo-gauchisme, terme qui a été inventé, je crois, par Taguieff il y a quelques années, pour montrer les collusions qu'il pouvait y avoir entre une certaine forme d'une certaine gauche, on va dire plutôt une gauche de l'extrême, qui aurait eu une collusion avec... le problème c'est islamo, parce que islamo veut dire islam, moi je dirais plutôt islamismo-gauchisme, si on veut vraiment, en termes sémantiques, être un peu plus juste. Parce que je trouve que, justement, on est un peu plus pointu, parce que moi, j'ai un nombre d'amis musulmans qui n'adhèrent en rien à ce terme-là. En revanche, islamisme-gauchisme, oui. Il existe depuis des années à Nanterre, je me rappelle, déjà depuis plus de 20 ans, un énorme drapeau palestinien à l'entrée, je crois que c'était à l'entrée de la fac de lettres, avec des tracts donnés pour déjà appeler au boycott Israël, bien avant le BDS. Donc évidemment, énormément d'idées comme ça, nauséabondes et très orientées. Donc bien sûr qu'il y a depuis des années eu un laxisme, parce que nous sommes les champions du monde du déni, toute catégorie. Je peux vous dire, on est champion du monde de foot, mais au-dessus, à vie, on sera champion du monde du déni en politique. Donc ça arrive en 2021, je vous dis, bah oui, enfin. Mais ça fait des années qu'on aurait pu enrayer ce phénomène. Vous dites pas trop tôt. Et enrayer ce phénomène en disant, on ne veut pas brusquer. Vous savez, mais non, le rectorat, dès qu'on va voir un rectorat, c'est de toute façon, pas de vague. Le mot pas de vague, c'est un mot qui a été inventé dans le rectorat. Donc, à moi, c'est un truc de fou. Donc, on a des dizaines, pour pas dire des centaines d'exemples comme cela. Donc, je dirais oui, mais c'est très bien, mais c'est très courageux de la part de Mme Vidal qui, en fait, dit, au lieu de dénoncer, on va faire une enquête. Alors, une enquête, on va demander au CNRS de la faire. Est-ce que le CNRS, maintenant, saura plutôt effectuer cette enquête de façon totalement pointue, objective, pour donner un caractère, je dirais entre guillemets, scientifique à ce terme de islamisme au gauchisme, que moi j'appelle. C'est peut-être assez intelligent, mais au moins on saura. En tout cas, vous avez... En disant ça n'existe pas, ouais. Nous, ceux qui connaissent... Vous avez des retenues sur cette enquête. Amin El-Khatmi, vous, c'est ce mot justement, islamo-gauchisme, qui vous interpelle pour en tout cas une enquête du CNRS réclamée par une ministre.
Alors on aura un désaccord avec Franck Tapiro. Il est bienvenu. D'abord, je trouve que le moment, pour le coup, n'est pas bienvenu. On a une ministre qui est à la tête d'un ministère d'enseignement supérieur, avec des étudiants qui font la queue pour manger, d'autres qui se prostituent. On a maintenant des retours sur l'explosion de la prostitution, parce que les pauvres malheureux, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de job saisonnier, de job d'été, de job de week-end. Le nombre d'étudiants qui travaillaient ici dans un bar, dans un resto, dans une boîte de nuit, tout ça est fermé, donc ils n'ont plus de travail. Et on aurait aimé peut-être l'entendre davantage sur la réponse à cette crise que sur l'islamo-gauchisme. Par ailleurs, elle commet une erreur, parce que dès lors qu'elle fait ça, elle sait que tout le monde va hurler à l'entrave à la liberté académique. Parce que dès qu'un ministre dit depuis Paris, on va faire une inspection, évidemment tous les enseignants, les chercheurs, les personnels des campus, les étudiants hurlent. Et c'est ce qui s'est passé depuis dimanche, c'est exactement ce qui s'est passé, vont hurler au non-respect de la liberté académique. Et puis dernier point, oui, ce mot me dérange. D'abord pour la raison évoquée par Franck. Effectivement, c'est pas des islamistes, des musulmans, que l'on vise. Ce sont les islamistes. Et la différence est nette. Et par ailleurs, il me dérange parce que c'est un terme qui sous-entend que seule la gauche, ou en tout cas que seule une partie de la gauche, serait coupable de complaisance avec les islamistes, ou serait coupable de communautarisme, ou serait coupable de clientélisme électoral. Pardon, mais si une partie de la gauche non négligeable le fait, il y a aussi des élus de droite. Et je puis vous citer Monsieur Lagarde, qui n'est pas connu pour être un communiste révolutionnaire ou un socialiste, qui est un centriste bon teint de droite et qui, à Bobigny, avec son clan, a pactisé, pas seulement avec les islamistes, ils ont pactisé avec des proches du gang des barbares, le gang qui a séquestré, torturé, tué Ilan Halimi. Attendez, c'est autre chose. Ces gens-là. Et je peux vous citer... Non, ça tient au mot. Moi, je conteste ce mot islamo-gauchisme au sens où on ne vise que la gauche. Non, la gauche n'est pas visée. Et puis, pardon, j'en termine, un dernier point. Il y aurait d'autres sujets. L'invasion de l'indigénisme, du racialisme, des thèses qui arrivent des campus américains et qui déferlent sur nos universités. Ça, c'est des sujets bien plus graves. Les réunions non mixtes, toute cette espèce de cancel culture où des syndicats ont fait interdire la lecture du texte posthume de Charb au prétexte que c'était un texte raciste. Aussi du racialisme, aussi de l'indigénisme. Et on ne peut pas nier qu'il y a quand même un lien plus facile entre la gauche et l'islamisme qu'entre la droite et l'islamisme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le nier. Je veux dire, c'est pour ça que ce terme, il fait mouche à l'oreille, l'islamo-gauchisme. On ne dit pas droito-islamisme. Pourquoi ? Parce que ce lien a lieu plus facilement, parce que cette nouvelle alliance, elle est beaucoup plus large aujourd'hui avec la gauche qu'avec la droite. Et c'est vrai que c'est contre nature, ce terme, il est contre nature. L'islamo-gauchisme, l'islamisme, c'est la partie la plus réactionnaire, la plus radicale de l'islam. Et à côté, vous avez le gauchisme qui est censé être le libertarisme, la plus grande révolution de la liberté. Donc c'est vrai que ce terme-là montre que l'alliance est contre nature, mais aussi qu'elle existe principalement à gauche. Franck Tapiro, vous voulez réagir en 30 secondes, parce qu'on a lancé la pub. Non, mais vous voyez, en fait, on a un point d'accord net, c'est que les mots sont importants. Vous savez, la langue française est riche. Elle est riche et il ne faut pas se gourer de mots. Et vous connaissez la phrase de Camus, mal nommer les choses ajoute. On le dit tous les soirs ici. Donc je persiste, ça veut dire d'abord. Oui, il faudrait peut-être l'écrire. Vous avez raison. De l'émission. Ouais. On parle bien. En fait, islamo-gauchisme ou islamisme-gauchisme, c'est noyer le poisson. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est l'islamisme a-t-il gangréné l'université ? Voilà. C'est ça le vrai thème. Parce que comme il l'a très bien dit, à Bobigny, à droite, à gauche, même si la gauche est peut-être dans la locomotive, mais je peux vous dire qu'il y a des wagons de droite derrière. Voilà. Alors attendez. Si vous voulez bien, on va juste couper. Je vous donne la parole dans un instant. C'est pas le bon terme pour l'université. On se retrouve dans quelques instants. Oui. On va marquer une pause. On va entendre aussi Denis Charbit parce qu'on va parler aussi de ce qui se passe ici en Israël. On vous a posé la question sur Twitter et Instagram à une écrasante majorité. 87% ce soir. Vous nous répondez, vous qui nous regardez, oui, l'islamo-gauchisme a gangréné l'université. On en parle dans quelques instants avec un représentant du syndicat UNEF qui sera en direct avec nous. On parlera également de ce film avec Richard Berry qui bizarrement a disparu de la grille de France 3 vendredi dernier. Retour des grandes gueules Moyen-Orient juste après la pause. À tout de suite.
Aujourd'hui, j'ai envie de blanc, pur, ou alors du bleu, la mer avec toi, ou peut-être du jaune, la joie, ou alors violet, mystique de toi, le rose, amoureuse de toi. Et si j'essayais le rouge, passion, finalement, c'est le noir que je veux. Mauboussin, so urgent. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avec Noémie, nous accueillons ce soir Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Et également à Paris, Franck Tapiro, publicitaire, ainsi qu'Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain. Messieurs, vous êtes à l'antenne. Je voudrais juste adresser un petit merci à Chaim Berkovitch, qui était avec nous en première partie d'émission. Mais comme vous le savez, il était bloqué à Jérusalem. On voulait l'avoir en Zoom, mais malheureusement, la neige a aussi eu raison de sa connexion Internet. Alors, juste avant la pause, nous parlions ensemble de cette enquête demandée par la ministre Frédérique Vidal sur l'islamo-gauchisme. Gangrène-t-il ou non les universités? On va regarder ensemble vos réponses sur Twitter et sur Instagram. Vous avez été extrêmement nombreux à nous répondre aujourd'hui à cette question et à une très très grande majorité. Vous nous dites oui, c'est un problème à l'université à 87%. Denis Charbit, vous qui êtes universitaire ici en Israël, ça vous étonne cette réponse ? Oui, mais parce que je vais vous dire, je pense que le traiter de cette manière, c'est semer volontairement la confusion. Pourquoi? Parce que l'université, elle a deux aspects. Il y a d'un côté la recherche et de l'autre, il y a le campus, c'est-à-dire ce que font les étudiants. Et je crois qu'en parlant de islamo-gauchisme, on confond volontairement les deux. Il se peut, forcément, moi je le dis avec beaucoup de prudence, puisque moi j'enseigne en Israël, mais il se peut effectivement qu'il y ait, au sein du campus, des campus universitaires en France, qu'il y ait énormément d'organisations de ce type, islamo-gauchistes, qui tendent à préserver, je sais pas, l'intégrité, l'intégrisme de l'islam, que sais-je encore. Vous voulez dire qu'on mélange les questions de l'extrême gauche et de l'islam radical? Non, c'est pas ça. Pour moi, le problème n'est pas là, c'est qu'on ne fait pas la distinction qui est nécessaire entre la recherche. Dites-moi quelle recherche scientifique publiée dans des revues scientifiques. Je ne parle pas de l'activité... Mais c'est ce que va faire le CNRS. C'est ce qu'elle leur demande, justement. Oui, mais elle le dit elle-même. Il faut faire la distinction entre la recherche. Mais il n'y a pas de recherche islamo-gauchiste. Point barre. Il y a des études postcoloniales, c'est vrai. Elles posent des questions, elles relèvent des défis. Mais comment vous croyez que la science avance? Excusez-moi, c'est quoi le postcolonialisme si c'est pas exactement la définition d'une recherche islamo-gauchiste? Pas du tout. Ah ben non, moi je peux vous dire ce que c'est que le postcolonialisme, je l'enseigne, je l'étudie. Attention, je ne partage pas la vision, la théorie postcoloniale, mais les débats scientifiques ne marchent que... Il s'agit de valider scientifiquement, avec la légitimité des universités, des propos qui sont extrêmement graves, voire parfois racistes. Il s'agit de dire que les Français sont toujours racistes, qu'ils sont encore aujourd'hui, qu'ils portent encore la force coloniale. Mais tout ça, ça doit être rationaliser avec des les moyens de la science. Je veux dire, il y a aussi des tests. Mais justement, il s'agit de légitimer ces choses-là. Mais il y a une discussion, il y a un libre débat. Les idées, ça ne se censure pas parce qu'on a décidé. L'idée scientifique, c'est beaucoup plus qu'un débat d'idées, enfin. Ben oui. Mais non, moi je reste qu'on les aime pas. dans la science. Parce qu'ensuite, c'est des études qui sont publiées, c'est des études avec lesquelles on fait des livres, et c'est des études que l'on peut citer tout en se disant que ce sont des recherches scientifiques en bonne et due forme. C'est une Alors, façon si vous le voulez bien, on va entendre notre invité là-dessus, justement, pour voir quelle est sa vision des choses. C'est pas l'autorité politique de décider. Amin, un mot, Amin El-Khatmi avant notre invité. Amin. Oui, pardon, brièvement. Si vous voulez, on peut tout discuter, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas à l'autorité politique, et en l'occurrence pas à une ministre, de décréter quelle matière a lieu droit de citer et quelle autre n'y a pas droit. Évidemment qu'il y a des thèses qui, moi, m'horripilent, mais elles existent. C'est des mouvements politiques de gens qui pensent ça. Il ne me paraît pas totalement absurde qu'au sein de l'université, on puisse étudier tes thèses. En fait, si elle considère, la ministre, qu'elle a besoin de on étudie bien l'histoire politique et c'est qu'il y a un problème. Et il y a des sciences politiques. Amin, allez-y. Il n'est pas là le problème, mais on va...
Il n'est pas là le problème. Le problème, il est dans des comportements. Moi, ça ne me dérange pas qu'on étudie des phénomènes, et même encore une fois des phénomènes qui m'insupportent et qui m'horripilent. Il y a des cours sur le fascisme, il y a des cours sur l'extrême droite, il y a des cours sur des phénomènes qu'on essaie de faire comprendre aux gens sans juger de leur degré d'acceptation ou pas. Moi, ce qui me dérange plus que les phénomènes qu'on étudie, ce sont les comportements. C'est la censure, c'est de refuser tel enseignant parce qu'on considère qu'il est de droite et donc on l'annule. C'est des enseignants, on a appris ça, des enseignants qui refusent de répondre à des mails qui ne seraient pas écrits en écriture inclusive et qui disent aux élèves on ne vous répondra que lorsque vous mettrez de l'écriture inclusive. C'est d'annuler des conférences. Moi, j'ai vu une de mes conférences annulée au prétexte que je suis le président du Printemps républicain et que pour certains, j'incarne l'extrême droite. Donc c'est le climat. Bon, ou la pièce de Charb et de Charlie Hebdo. C'est le climat. Oui, c'est le climat que vous dénoncez. Et des petits procureurs qui se comportent de manière sectaire et qui incarnent le camp du bien et qui refusent la moindre contradiction. Alors, j'aimerais que l'on entende maintenant quelqu'un qui est à l'université. Franck, je vous ferai réagir juste après. Madji Charana, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ok. Dans les grandes gueules Moyen-Orient. Vous êtes trésorier de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Si vous le voulez bien, parce qu'il faut quand même qu'on réécoute de qui on parle. Frédérique Vidal, la ministre. Réécoutons tous ensemble justement comment hier à l'Assemblée nationale elle justifiait sa démarche et juste après je vous demanderai de réagir. Et j'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société, que le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures, et de faire en sorte que justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, eh bien, le débat se mène entre les pairs. Madji Charana, trésorier de l'UNEF, vous êtes en direct avec nous. Alors dites-moi, Frédérique Vidal qui lance une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, ça veut dire qu'il se passe des choses très graves aujourd'hui ? Non, ça veut surtout dire qu'on a une ministre qui est assez indécente de vouloir poser ce débat-là dans la période, alors qu'on a quand même des étudiants qui meurent de faim et d'angoisse, qu'on a du coup des files d'attente devant les distributions alimentaires qui ne cessent d'augmenter. Mais le débat que la ministre a voulu poser, c'est le débat de l'extrême droite, dans la continuité en fait de ce qu'a fait Darmanin la semaine dernière. Toujours le même argument. Attendez, laissez-le terminer. Il est notre invité, laissez-le terminer. Attendez. Il raconte n'importe quoi. Madji Charana, terminez. On vous écoute. Oui. Allez-y. Nous, on débat. Oui, on n'est pas dans la censure comme vous. Justement, je ne suis pas dans la censure, bien au contraire, et c'est aussi pour ça qu'on est aussi là pour débattre et que nous, on défend justement cette liberté académique qu'ont les enseignants, qu'ont les chercheurs pour permettre en fait de pouvoir justement étudier l'ensemble des sujets. Donc, monsieur le professeur l'a rappelé juste avant, mais c'est quelque chose d'important en fait de défendre aussi la liberté pédagogique, la liberté de la recherche et de ne pas aussi avoir une ministre qui veut censurer ou qui veut en tout cas contrôler ce qui est dit à l'université. Et mais vous avez vu qu'on a posé la question à nos téléspectateurs qui ne sont pas politisés avec la ministre, qui ne font pas partie du gouvernement et qui aussi à une écrasante majorité se posent la question. Ouais, après, sur la question des réponses qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, sur ce genre de sujet notamment, nous, on prend des pincettes, puisqu'on peut voir aussi le rôle que peuvent avoir les réseaux sociaux dans l'implication de la fachosphère pour pouvoir justement se faire entendre, pour pouvoir harceler. Donc c'est que la fachosphère et la ministre suit la fachosphère. Il n'y a pas de problème à l'université. Alors, il n'y a pas de problème à l'université et par contre, il y a des débats à l'université sur plein de sujets et par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que la fachosphère qui arrive aussi à votre questionnaire. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que par contre, oui, la société va peut-être aussi donner une image de certaines problématiques, mettre en place des messages qui sont envoyés et qui laisseraient penser que c'est quelque chose de réel, alors que pour le coup, il suffit de venir à l'université, de voir ce qu'il se passe réellement, au lieu de nous faire des faux débats sur ce que font alors les étudiants, vous dites que chercheurs ou les chercheurs. Vous dites que c'est un faux débat. Je veux donner la parole à nos grandes gueules qui veulent vous poser une question. Franck Tapiro à Paris. Je voulais vous féliciter
Parce que depuis la Pravda, je crois que j'ai rarement vu un discours de propagande pareil avec un beau sourire. Vous avez, vraiment bravo. Moi, je suis communicant, j'ai des clients du monde de la politique, journalistes, des médias. Alors, vous êtes vraiment ce que j'appelle un champion du monde. Extraordinaire, un champion du monde, voilà, un champion du monde du déni. Je pense que vous devez avoir une petite médaille derrière du déni, champion du monde toute catégorie derrière. Il se passe absolument rien dans les facs, c'est génial. C'est-à-dire que moi-même, en 2007, quand je travaillais pour un certain futur président, Nicolas Sarkozy, on m'attendait pour faire le coup de poing à la Sorbonne parce que j'allais donner une conférence. Il y avait 250 personnes. Bon, j'ai montré que j'avais pas peur, je suis entré en plein milieu, je me suis assis en plein milieu. Et bon, la conférence a duré 1 heure, elle a duré 3 heures. Ensuite, il y a 2 personnes qui sont venues me voir en pleurant parce qu'elles avaient été suspectées d'être de droite. Je parle de ça il y a 13 ans. C'est horrible. Suspectées d'être de droite et qu'elles faisaient croire qu'elles étaient de gauche pour être admises dans l'enceinte de la Sorbonne. Elles avaient même pris Donc on n'a pas le droit d'être à droite à l'université. Des comme ça, moi je l'ai vécu, mais il y en a des... Sylviane Agacinski, Mais non, mais c'est pire que ça. On n'a pas le droit de dire qu'il est de droite, ça c'est sûr. Mais deuxièmement, je ne comprends pas que vous puissiez opposer des problèmes structurels à des problèmes conjoncturels. Moi, j'ai une fille qui est à l'université, je connais par cœur tous les problèmes des étudiants qui souffrent. Je travaille même sur une grande cause en ce moment pour faire en sorte que les étudiants puissent se payer et de la bouffe, etc. Donc, ok, ça c'est un problème conjoncturel. Le problème structurel de l'islamisme, et non pas l'islamo-gauchisme, l'islamisme à l'université, ça fait 20 ans. 20 ans que ça monte. Donc qu'une ministre, au contraire, décide de s'attaquer à un problème structurel, c'est une grande nouvelle. Une grande nouvelle. C'est pas de la com politique, c'est pas juste des paroles en l'air pour faire une petite mesure pendant 2-3 mois et passer à autre chose. Majid Charana, Franck, laissez-le vous répondre. Majid Charana, vous êtes notre invité, je vous laisse lui répondre. Ouais, mais concrètement, oui, c'est un débat de fond. Je veux bien lui poser une question après. C'est des termes de l'extrême droite que l'extrême droite essaye d'installer dans la société depuis un moment. Non, ce n'est pas le sujet là dont on parle. Donc, concrètement, c'est des termes qui sont utilisés par l'extrême droite clairement. Et cette même ministre disait que l'islamo-gauchisme... Ce que décrit Franck Tapiro à l'instant, c'est pas une situation d'extrême droite, pardonnez-moi. Pas du tout. L'islamo-gauchisme... Pas du tout, et je n'ai pas arrêté de dire islamisme et non pas islamo-gauchisme. Mais vous m'avez pas entendu, monsieur. Je vous ai écouté, vous m'avez pas entendu. J'ai parlé d'islamisme. J'ai dit que l'islamo-gauchisme, c'était... Ok, oubliez. Non, oubliez. Majid Charana, attendez, il faut que laissez-le vous répondre. Oui ou non? Laissez-le vous répondre, il est notre invité. C'est ça. Majid Charana. Oui, mais qui répond? J'ai compris. Mais je vais pas poser la bonne. Il a pas écouté la question. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je vais vous. Non, mais laissez-moi répondre. Alors, la question de l'islamisme, oui. L'islamisme, c'est une question de société qui est problématique dans l'ensemble de la société. C'est pour cela qu'il faut du coup mettre en place des moyens pour lutter contre la radicalisation, contre plein de choses. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de rapport direct avec ce qui se passe dans les universités. Dans les universités, nous n'avons pas des personnes djihadistes ou extrémistes ou je ne sais pas quoi, qui sont dangereuses. Est-ce que je peux vous poser une question? Et au contraire, l'éducation, bien sûr que oui, c'est l'arme pour lutter contre le fanatisme. L'éducation, c'est ce qui pourra permettre justement de pouvoir. Mais ils viennent justement pour tordre les cerveaux. J'ai une question. Amine El Khatmi a une question pour vous. Amine, attendez, tout le monde va en parler en même temps. Amine El Khatmi a une question. J'ai une question, vous êtes trésorier de l'UNEF et vous venez dans votre propos de défendre la liberté. Vous avez utilisé ce mot à plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot débat. Je me souviens pourtant que ce sont les militants de votre organisation, l'UNEF, qui ont appelé à la censure, qui ont signé une tribune et qui n'ont pas fait que cela, qui ont manifesté à Paris Diderot. J'y étais, monsieur. Laissez-moi finir. J'y étais, monsieur. J'étais avec la DRH de Charlie Hebdo. Laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Amine, allez-y. Non, mais vous avez une technique gauchiste qui consiste à occuper l'espace et interrompre. Les militants de votre organisation ont censuré la pièce posthume de Charb, lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, au prétexte que ce texte était un texte islamophobe et raciste.
indépendantiste. Alors la liberté, monsieur, ça ne se défend pas que quand ça vous arrange. La liberté, c'est aussi accepter le débat, accepter les contradicteurs, accepter qu'un texte soit lu. Vous venez là, en 3 minutes, de dire extrême droite, extrême droite, extrême droite. Vous défendez la liberté d'expression que lorsque ça va dans votre sens, et après vous vous comportez comme de petits censeurs parce que vous considérez que tout ce qui ne va pas dans votre sens n'a pas droit de citer. Eh bien, monsieur, la liberté, on la défend à chaque fois, pour tous, en toutes circonstances, Exactement. et pas quand ça va dans votre sens politique. Et par ailleurs, en 10 secondes, je termine, vous dites que vous luttez contre l'islamisme. Je rappelle que l'UNEF a fait alliance aux élections étudiantes avec une association d'étudiants proches des frères musulmans. Donc là aussi, vous ne pouvez pas avoir un double discours, dire d'un côté que vous luttez contre les islamistes et de l'autre, vous alliez aux élections avec des étudiants proches des frères musulmans. Bien, laissez-le vous répondre. Madi Charana. Pour rectifier, du coup, c'est ça, parce que pour rectifier, Bien ce que sûr. vous avez dit, c'est juste du coup de la diffamation. Donc ça fait 2 ans ou 3 ans même que vous nous accusez d'avoir fait ça. Sauf que moi, je vous demande des preuves. Je vous demande de nous montrer qui est-ce que vous avez vu du coup exactement sur cette action, parce qu'il n'y avait pas une personne de l'UNEF à cette action. La présidente de l'UNEF, Lila Eba, du coup à cette époque, avait fait un démenti. Vous avez répondu, vous avez demandé du coup de retirer vos propos car c'était faux. À aucun moment, l'UNEF n'a voulu censurer quiconque du coup sur ce sujet. Et donc juste au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de mentir. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi et de faire des accusations et des fake news en fait qui vous discréditent et qui font en fait que du coup on ne sait plus ce que Bon, vous mais dites. sur le fond, Madi Charana, au-delà de cet exemple-là, est-ce que vous pouvez m'assurer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tendance islamiste dans les universités, il n'y a pas d'appel au boycott d'Israël dans les universités? Bien au contraire, du coup l'université, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du coup la maison de la culture, c'est la maison de l'éducation, c'est le lieu pour s'émanciper, pour apprendre, pour pouvoir du coup débattre et étudier sur plein de sujets. L'université est un lieu de débat et donc oui, on débat sur plein de sujets. Par contre, à aucun moment, l'université est un lieu de censure ou d'islamiste. Au contraire, comme je l'ai dit. Vous savez qu'il y a des appels au boycott dans certaines universités d'Israël? Comment ça, des appels au boycott? Je ne comprends pas. Vous comprenez pas? Bon, vous comprenez pas. Denis Charbit. BDS, ça vous parle, BDS? Ça vous parle, non? Il connaît rien en fait, il a rien vu. Le BDS, vous connaissez le BDS? Non, il ne connaît pas. Bon. Oui, je connais très très bien du coup au BDS, mais pour le coup, je vois pas le rapport avec du coup. Vous connaissez l'UNEF parce que vous êtes trésorier. Ouais, je connais l'UNEF et pour le coup, l'UNEF. Il n'y a pas de collusion entre le BDS. Vous connaissez l'UNEF, ça nous rassure. Vu que vous déniez qu'il n'y a pas d'islamisme, vous ne connaissez pas le boycott d'Israël, vous ne connaissez pas la pièce de Charb qui a été annulée. Je me demande si vous connaissez l'organisation dont vous êtes le trésorier. Je connais très très bien mon organisation, mais par contre vous apparemment vous ne la connaissez pas et vous ne connaissez pas du coup les universités, donc je vous invite aussi à venir voir les universités parce que les vraies problématiques des étudiants actuellement, c'est comment se loger, c'est comment manger, c'est comment pouvoir aller à la fac, c'est comment ne pas avoir un plafond. J'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Pas de leçon sur le sujet. Tout à l'heure. J'ai commencé par ça. Denis Charbit, un problème du coup. Denis Charbit, attendez, tout le monde parle en même temps. Denis Charbit. Je pense que le débat, si on peut appeler ça un débat, a été éclairant, en ce sens qu'on a bien compris que ce qui était mis en cause, c'était les organisations syndicales étudiantes, c'était éventuellement les rapports entre les professeurs et les étudiants. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. L'enseignement pour un chercheur, c'est une part marginale de son travail. Son travail essentiel, c'est sa recherche. Il est dans son bureau, dans ses ordinateurs, dans ses archives. Et ça, et on n'en parle pas. Je veux dire, et là, il n'y a pas d'islamo-gauchisme ou quoi que ce soit. Que dans l'enseignement, que dans les relations entre étudiants et profs, il y ait des tensions. Oui, il y a un malaise, oui, il y a un problème, oui, il faut le traiter. Comment il faut le traiter? Je veux dire, ça demande beaucoup de réflexion, mais qu'on mette la recherche à part, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ce même type de tension. Chacun travaille pour soi, publie ses articles dans les revues spécialisées, que ce soit en médecine, en économie ou en sociologie ou en sciences de la nature. Et c'est ça l'université. C'est d'abord la recherche et la recherche. Que le spectacle les tensions qui existent, les tensions sociales se retrouvent au sein de l'université, oui, mais pas au sein de la recherche. Et en tout cas, ça se retrouve dans les couloirs de la fac. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une autre réalité. Madi Charana, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir participé à ce débat dans nos conversations et dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va quand même en parler parce qu'on avait promis d'en parler ce soir. On va parler d'une déprogrammation sur France 3 qui fait beaucoup de bruit.
Et cette déprogrammation, c'est celle d'une fiction avec Richard Berry, mais France 3 se défend. C'était pour le protéger, dit la chaîne, Noémie. Exactement, pour le protéger. La chaîne a publié un communiqué dont je vais vous lire un petit extrait qui dit « Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille et en accord avec les ayants droit, France 3 décale la programmation de la loi de Damien. » Rappelons que c'était un téléfilm qui devait être diffusé vendredi soir dans lequel Richard Berry joue le rôle d'un avocat. Et hier soir, eh bien, son avocat, maître Hervé Temim, s'est lui-même indigné de cette déprogrammation. Alors, je vais commencer par notre spécialiste en communication, Franck Tapiro, France 3, qui a dû gérer d'ailleurs ces dernières heures une communication de crise, comme on dit, après le coup de gueule de l'avocat de l'acteur sur France 5 il y a 24 heures. C'était une erreur, cette déprogrammation ? C'est une erreur d'un point de vue juridique, parce qu'en France, et Dieu merci, nous sommes un État de droit qui a instauré la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, malheureusement, le tribunal médiatique a inventé la présomption de culpabilité. Donc, d'un point de vue, je dis bien, juridique, c'est une erreur totale. On peut dire que c'est pour le protéger, mais alors à ce moment-là, il faut retirer toutes les émissions produites par Gérard Louvain, tous les produits qui ont été produits, ou les émissions, ou les films produits par des gens qui ont juste, n'ont pas été condamnés, mais été suspectés, sont présumés toujours innocents. Donc encore une fois, c'est pas une question de protection, c'est que ça veut dire que peut-être que la présomption d'innocence ne passe pas dans le grand public dès que les médias désignent quelqu'un comme un coupable. C'est le tribunal médiatique. C'est un sujet que je connais malheureusement bien, puisque j'ai travaillé pendant des années et des années. Oui, j'ai lutté contre des années, aux côtés d'Enfants et Partage, aux côtés de l'Enfant Bleu pendant des années, avec toutes les associations pour lutter justement contre la pédophilie, pour favoriser la parole de l'enfant, contre l'inceste et tout ça. Donc je dirais que là, je parle en tant que citoyen d'un État français, et dans l'État de droit, c'est une erreur. Maintenant, évidemment, d'un point de vue moral, entre guillemets, d'un point de vue de l'image, le fait de dire on protège, non, on ne protège pas. À ce moment-là, qu'on prenne vraiment une position. Et comme les tribunaux jugent bien avant, de façon plus rapide et immédiate que les tribunaux médiatiques, que les tribunaux juridiques, à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que n'oublions pas qu'il y a énormément de gens, notamment on parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, qui ont été accusés par les médias pendant des années et qui n'a jamais été condamné. Voilà. Il y en a plein d'autres. Donc il y a un tribunal médiatique connu. Il suffit qu'il y ait un petit peu de bruit pour faire... Bien entendu. Et qui va un petit peu plus vite que la vitesse de la justice. Et c'est peut-être ça le problème. On va partir à New York, retrouver notre invité. Oui. Bonsoir Sandra Muller. Oui. Bonsoir. Vous êtes journaliste, c'est vous la créatrice du hashtag Balance ton porc. Faire taire un comédien alors qu'il n'est même pas jugé, ça a un sens pour vous ? Alors j'entends parler, bonjour messieurs déjà, j'entends parler du tribunal médiatique. Je suis très contente que vous découvriez qu'il y a un tribunal médiatique, parce que je vous rappelle qu'au temps de J'accuse de Dreyfus, le tribunal médiatique, heureusement qu'il était là, et malheureusement un peu après coup, vous voyez. Ensuite, je vous entends dire oui, mais la présomption d'innocence. Je vis aux États-Unis. Nous, les hommes qui sont quand même légèrement accusés, ils se sont tous retirés. Ils ont tous eu la décence de ne pas faire porter à l'entreprise pour laquelle ils travaillent, en l'occurrence la France Télévisions, une affaire qui, pour l'instant, effectivement, on ne sait pas s'il est présumé innocent ou pas, s'il est innocent ou coupable. Mais excusez-moi, déjà, le tribunal médiatique... Mais il faut le faire taire. Très, très longtemps. Je n'ai pas fini. Ne me faites pas du manspreading. Laissez-moi terminer, messieurs. Deuxième chose... C'est un débat. Pardonnez-moi, Sandra Muller, c'est un débat. Hein. C'est un débat. Et j'ai une demoiselle à côté de moi, Noémie Aniwa, qui a aussi envie de parler. C'est un discours, alors allez-y. Allez-y pour le discours. Allez pour le discours. Allez-y. Non, mais alors écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Là vous voyez, je prends la parole, j'ai le Covid depuis 10 jours. J'ai le Covid depuis 10 jours. J'ai l'impression d'entendre les complotistes que j'ai à New York qui ne croient pas au Covid, qui ne croient pas non plus à la parole des victimes. On vit dans quel siècle ? Vous vivez dans quel siècle ? Vous avez des filles. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Des sœurs. Non mais ça va. Personne n'a dit ça. Si être des victimes, on peut détruire des vies. On a des sœurs et on a des mères. Mais on n'a pas dit sur Internet. Vous n'avez pas été. Prenons l'exemple de Richard Berry, par exemple. Attendez, tout le monde en même temps. Attendez, Noémie Aniwa. Prenons par exemple, c'est une vraie question, prenons l'exemple de Richard Berry. Imaginons que, comme il le dit, il n'a jamais rien fait. Et donc on l'attaque pour rien. On est en train de détruire sa vie, on est en train de détruire sa carrière. Peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est faux. Ça fait 3 ans que moi j'ai lancé ce mouvement. Je vous défie là maintenant de me donner des personnes
qui ont parlé et qui ont menti. Vous n'allez pas en trouver plus de 2%. Et vous n'êtes pas juge, madame. Sur 2% vous n'êtes pas juge, éventuellement de menteuses, vous n'êtes pas en général, juge. n'existe pas pour 98% de vous n'êtes pas une cour d'assises, vous. Personne ne vous traite de menteuse. Malheureusement, il se trouve que la personne que vous avez accusée, à savoir Éric Brion, vous a attaqué en diffamation et que malheureusement sa vie a été détruite. Alors justement, Éric Brion a dit la défense de l'agresseur, c'est traiter la personne de menteuse. Est-ce que j'ai menti, moi? Non, la phrase qui m'a dit... Est-ce que vous pouvez comprendre que mettre sur le même plan deux mots et détruire la vie de quelqu'un? La stratégie de l'agresseur, c'est de faire passer la victime pour une menteuse. Je n'ai jamais menti. Et c'est en général ce qui se passe pour les victimes. Monsieur Brion me dit et écrit, et dit devant... Attendez, on n'est pas là pour faire votre histoire ce soir. Votre cas personnel, pardonnez-moi. Mais c'est une question générale aujourd'hui sur ce tribunal médiatique. Il nous reste 8 minutes. Amine El Khatmi en 30 secondes. Amine. Non mais ça va. Juste, vous nous ferez pas passer, madame, parce que je vois bien votre jeu, la ficelle est un peu grosse. Vous nous ferez pas passer pour des avocats de pédophiles ou pour des avocats de gens qui violent des femmes ou qui violent. On est tous ulcérés, on est tous horrifiés. La parole des victimes doit être entendue, elle doit être respectée. Mais permettez simplement, madame, je termine. Attendez, laissez Amine terminer. Simplement qu'on ne veuille pas transformer. Qu'on ne veuille pas transformer les tribunaux par des tweets et les décisions de justice par des threads sur Twitter et qu'on puisse respecter quelques principes qui sont assez simples. La présomption d'innocence, non, c'est pas complémentaire, parce que vous faites de la morale une loi et vous faites de tweets accusateurs des jugements de justice. Donc nous, juste, on est attachés à l'état de droit, on est peut-être de vieux cons rétrogrades et conservateurs, mais on respecte la parole des victimes, on respecte la présomption d'innocence et on préfère que la loi prime sur les tweets. Voilà. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, monsieur. Et si justement la justice faisait mieux son affaire en arrêtant de parler de prescription, de traitement. Oui, mais là, on parle de la justice médiatique, Sandra Muller, pas de la justice tout court. C'était pas le thème du débat. Merci, Sandra Muller, vous étiez avec nous en direct depuis New York. Merci à tous. C'est la fin de ces grandes gueules Moyen-Orient. Noémie, on se retrouve demain soir. Merci, Denis Chorby, d'avoir été avec nous. Merci également, Franck Tapiro, Amine El Khatmi. Je vous rappelle la question du soir. Vous pouvez continuer à réagir sur Twitter et sur Instagram. On a parlé aujourd'hui de l'islamo-gauchisme. A-t-il atteint les universités? Vous êtes une très grande majorité ce soir sur Twitter à nous dire oui, plus de 80% à peu près. Vous pouvez continuer à voter. Rendez-vous demain soir à partir de 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv. Dans un instant, Mathias Inbar Défense. La nanotechnologie brevetée de Sanovia, made in Israël, vous protège des menaces invisibles qui vous entourent. Nos sonomasques en tissu imprégnés de substances antibactériennes